Cette vidéo est chapitrée. Un menu apparaîtra pour vous indiquer votre progression à chaque nouveau chapitre. À tout moment, vous pouvez accéder à la liste des chapitres en cliquant sur le bouton sommaire. FNU. Vous avez forcément déjà entendu parler de l'une de ses créations. Du Visiteur du futur aux opérateurs, en passant par le Golden Show ou plus récemment French Ball, c'est un peu le papa des web-séries en France. Auteur-réalisateur prolifique, François Descraques est mon invité dans cet épisode de Face à Face. Vous saurez tout, mais pas plus. Salut François. Salut Rémi. Bienvenue dans Face à Face. Bah merci. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Tu as certainement vu les autres. On a la timeline avec tout ton parcours qu'on va pouvoir regarder ensemble et en discuter. C'est effrayant. Voilà. 3 boîtes dans lesquelles je t'ai réservé des surprises. C'est encore plus effrayant. Exactement. Et du coup, on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours ensemble. Parfait. Ça commence avec le début. C'est après la même chose pour tout le monde. François Descraques est né à Marseille. C'était le 10 février 85. Oui. Alors déjà 85, très bonne année. Très bonne année, très bon cru. Très bon cru. Ouais. Jérôme Niel, entre autres, moi, Ouais, toi, voilà. Les meilleurs. On représente. Voilà. Et donc, tu es né à Marseille, mais en fait, tu n'y es pas resté très longtemps. Non, parce que mon père était médecin militaire, ce qui fait qu'on déménageait souvent. Donc Marseille, j'ai dû rester 3 mois. D'accord. Et de 0 à 3 mois. Donc, est-ce qu'on devient Marseillais en 3 mois? Alors, non. D'accord. Mais quand je vais à Marseille, je précise que je suis né à Marseille, malgré le fait que je vis à Paris. Ouais. Ça m'évite des problèmes. Alors, tu as 2 sœurs. Oui. Qui travaillent aussi dans des domaines un peu artistiques. Totalement. Une qui fait de la photo et une qui est illustratrice. Absolument. Donc Laura, ma grande sœur, qui est illustratrice et tatoueuse depuis récemment. Et Emmanuel, qui est photographe. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, tu bougeais à peu près tous les 2 ans. Ouais. Donc, tu as vécu dans plein d'endroits différents. Oui, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits, l'Afrique notamment. J'ai fait le Gabon, donc Paris, Saint-Mandé, c'est là où j'ai vécu le plus longtemps. Mais aussi Dijon et aussi la Mauritanie. Voilà, on a beaucoup voyagé pendant mon enfance et mon adolescence. On peut dire que tu étais un vrai visiteur, en fait. Oh oui. Attention, hein, ça commence fort. Tu as commencé à faire des vidéos avec 2 personnes qui t'étaient assez proches. Florent Dorin, qu'on voit, et puis Raphaël Descraques, ton petit frère. Raph, c'était facile puisqu'il dormait dans la chambre d'à côté. Oui. Donc en fait, dès que j'ai eu une caméra, je lui ai dit viens. Et genre il avait 6 ans, je lui ai dit mets ce chapeau. Il saute par la fenêtre, action, et voilà. Et en fait, c'était un peu mon premier cobaye en fait. C'est ça. Et on commençait à s'amuser comme ça. Et Florent, pareil, ça s'est fait un peu au fur et à mesure aussi. En fait, avec Florent, on jouait, on faisait des films, mais sans caméra, dans la cour de récré. Donc, ce qui de loin paraissait complètement con en fait. Mais en fait, dans un cours de récré, à 10 ans, 11 ans, on se parlait, on se disait « Eh oui, et donc là, le mec, il saute, et là, attention, il y a une tornade, attention !» Et en fait, on savait pas ce qu'on faisait. On jouait. Mais en fait, c'est comme si on réalisait, que moi je réalisais, je lui racontais ce qui se passait, et lui, il jouait, mais on n'avait pas de caméra. Mais on était comme des autistes un peu, dans notre monde, et personne ne comprenait et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu faisais comme vidéo à l'époque ? Tu m'as dit que tu étais fan de Jurassic Park et The Lost World. J'étais très fan de Jurassic Park et de The Lost World, donc j'ai intelligemment fait Jurassic World et The Lost Park. Très bien. Voilà, que personne ne verra. Et c'est tant mieux. Même dans le futur DVD François Descraques, la jeunesse, tout ça. Non mais c'est un problème de format là. J'ai fait en sorte que c'est sur des formats qui sont sur des caméscopes VHS. Ouais. Voilà, donc voilà, maintenant je pense qu'il n'y a pas la technologie pour récupérer ça. Et donc ces vidéos-là, tu les montais entre ta caméra et ton magnétoscope, en enregistrant entre les deux? Au début, ce que je faisais, c'est que je faisais du tourné-monté. Ouais. Donc, tout ce qu'on tournait, on fallait... voilà. Après, au bout d'un moment, on m'a dit, oui, mais l'étape supérieure, c'est de prendre les rushs et tout, et de connecter ton caméscope VHS sur un magnétoscope, et faire du montage, mais c'est un montage vraiment d'enculé, quoi. Puisque, en fait, il faut lancer le truc, il faut appuyer sur REC en même temps, tu as toujours une latence de 2 secondes. Ça se met à tourner. Voilà, et j'ai fait genre 1 ou 2 films comme ça. Et après, heureusement, le numérique est arrivé. Et donc depuis, je pense que ceux qui ont fait ça sont beaucoup plus reconnaissants de la technologie. De tout ce que ça peut nous apporter comme simplicité. Ah oui. Alors Florent Dorin, tu l'as connu au CP. Ouais. Tu m'as dit qu'à l'époque, il voulait être star de rock. Ouais, c'était son ambition. Flo, il savait pas trop ce qu'il voulait faire jusqu'au lycée, à part le fait d'être star de rock, quoi. Il disait, ouais, je veux faire de la musique et tout, etc. Il a toujours été en avance sur les goûts musicaux. Genre, c'était le gars en CM1, tu vois, il me parlait de Offspring, tu vois. Mais genre, à l'époque où personne connaissait Offspring. Donc, il a toujours eu une avance sur tout le monde là-dessus. Et en fait, à force de faire des films le week-end,
au début, je le dirigeais pas vraiment. Je disais, allez, vas-y, fais-moi rire, quoi. Et il faisait le gogol. Puis au fur et à mesure, on commençait à construire des trucs. Après, je dis, ah, ce serait marrant que là, on fasse un truc qui soit pas marrant, quoi. Et on se dit, ah, mais carrément, et si on fait un truc un peu tendu, un peu triste et tout. Et à force de travailler comme ça, il a commencé à aimer le processus. Et après, il a dit, mais en fait, je veux faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'après, il a fait des études de théâtre. Voilà. Alors, pour avoir une idée, tu penses, tu as réalisé combien de films ou de courts-métrages sur ta scolarité Jusqu'à quel âge? jusqu'au bac, on va dire? Jusqu'au bac? Ouais. Je sais pas, j'ai dû en faire une trentaine, une quarantaine. En fait, c'était ma façon de m'amuser le samedi. C'est-à-dire que le samedi, tous les samedis, je prenais ma caméra, je faisais un film, soit avec des copains, soit avec Raph, soit avec des Lego, puisque j'avais pas beaucoup d'amis. Et donc je le faisais pour pouvoir le regarder le soir, en fait. C'était ma façon de m'occuper le samedi, donc j'en ai fait beaucoup, quoi. Mais je me rappelle plus trop. Mais et avec le numérique, j'en ai fait encore plus. Donc ouais, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Eh ben écoute, justement, j'ai déjà une première boîte dans laquelle j'ai un objet pour toi. C'est très effrayant. Ouais. C'est la boîte 1. C'est la boîte 1. Très bien. On est toujours dans ta jeunesse. Oh, On est merde. sur le François Descraques qui a Ok. 12 ans. Oh là là. Ouh. Ok. C'est bon, tu l'as? Ok. Alors, montre-nous. Alors, c'est une voiture Lego avec Ouais. des espèces de pétards à la C'est fin. ça, c'est des pétards. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est des claques-doigts, mais bon. Des claques-doigts, absolument. Alors, Ouais, ouais. est-ce que ça te rappelle quelque chose? Bah, les Lego, forcément, c'était mes premiers acteurs, quoi. Mais en fait, je faisais des fois des films avec des Lego et des comédiens. Voilà, c'était Voilà. ça l'anecdote. Voilà. Dans ma tête, c'était mes premiers effets spéciaux. C'était de me dire, ok, j'ai un comédien, qui était en fait un enfant de 12 ans. Et à un moment, l'enfant de 12 ans prend une voiture, sauf qu'à 12 ans, tu peux pas conduire une voiture. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, puisqu'on le transforme en Lego et personne n'y verra que du feu. Et après, on met la voiture en Lego avec un bonhomme et on le fait avancer. Et j'alternais des plans dans la voiture avec mon copain qui disait ah, alors que le paysage bougeait même pas. Hein. Et après, des plans de loin où la voiture était poursuivie par un dinosaure, quoi. Et dans ma tête, c'était genre, c'est bon, ça fait la blague, quoi. Mais vraiment, j'étais persuadé que... C'est un style, hein, ça aurait pu être... Ouais, que je me suis dit, mais franchement, ça va, les gens, ils ont l'habitude, ils vont comprendre le truc et tout. Donc voilà, mes premiers effets spéciaux. J'ai peur d'être là de doigts, j'ai peur de les faire péter. Non, t'inquiète. Voilà. Il y avait aussi, je crois, un T-Rex avec des jeux de perspective. Ouais, parce qu'en fait, voilà, l'idée, c'était que je mettais le T-Rex au premier plan, C'est ça. et mon copain était au deuxième plan, comme ça, et donc je faisais le T-Rex, et lui, il regardait dans le vide. Sauf qu'il devait toujours me regarder du coin de l'œil pour savoir ce que je faisais de ce T-Rex. Il faisait ah, ok. Et après il tombait et tout. Donc il y avait un peu une latence. C'était pas parfait. C'était une sorte de mise en scène un peu difficile, on va dire. Ouais, mais ça allait plus vite. Ça allait plus vite que faire un post-prod après. C'est Quoi. vrai. Je regrette un peu cette époque. D'accord. Et comment il était, François Descraques, à l'école? Il était discret, je pense. Ouais. Ouais. Je pense que au début j'étais bon élève et j'ai compris que quand t'es trop bon élève, les gens te tapent. Et donc j'ai arrêté d'être bon élève. J'ai plutôt été 3e, 4e, 5e dans ma classe. Mais après, en fait, c'est marrant parce qu'au début, je faisais exprès d'être moins bon. Puis au bout d'un moment, les gens devenaient meilleurs quand même. Et non, au bout d'un moment, je faisais pas exprès d'être moins bon. C'était devenu plus dur, quoi, les études. Donc j'ai atteint après un rythme de croisière où j'étais un peu transparent. Où on me confondait avec le radiateur. Mais ça tombait très bien pour moi. Moi, je voulais pas qu'on me parle trop. Je voulais pas que... Pour moi, l'école, c'était fake, quoi. Je savais que c'était un endroit que tu allais quitter à un moment. Et tout ce que je voulais faire, c'était faire des films. Donc, je faisais mes storyboards pendant que le prof parlait, quoi. Et je voulais juste pas qu'il me remarque, quoi. Et du coup, pour continuer à faire des films, tu as rejoint une association qui s'appelle TNT, Ouais. donc That's New Talent. Ouais. C'était en 2001, enfin autour de Ouais, 2001. j'avais 16 ans, 17 ans. Ouais. Voilà, et c'était une manière de te rapprocher d'autres personnes qui voulaient faire des courts-métrages, des films. Voilà, exactement. C'était une association créée par David Fressino dont le but, c'était juste de regrouper des gens. Il n'y avait pas de limite, pas d'examen d'entrée, vraiment. Ils avaient un peu de matériel. Alors, c'était la fameuse époque de la PD150, donc la première caméra DV un peu accessible, on va dire. Et donc, on a fait plein de courts-métrages et tout. Et surtout, ça m'a permis de faire mes premiers courts-métrages en équipe. Et forcément, pour moi, c'était un gap de ouf, quoi, de me dire, ok, je vais pas faire ça tout seul, j'aurai un chef-op et tout, etc. Même si c'était très, très artisanal quand même. Donc, ça m'a beaucoup appris, quoi. Et du coup, tu passes naturellement ton bac S, avec une mention, je crois. Mention bien, voilà. Bravo. Non mais le bac, c'est cool de l'avoir, mais c'est pas exceptionnel, quoi. C'est ça que je comprenais pas pourquoi tout le monde se mettait une pression. Je veux dire, c'est pas facile, mais faut pas te dire que c'est ton achievement dans ta vie, tu vois. Et donc moi à cet âge-là, je savais qu'il fallait pas tout miser là-dessus. Et c'est pour ça que l'année de mon bac, j'ai fait 2 courts-métrages quand même, parce que je voulais toujours prévoir le fait qu'après tu allais être plus ou moins lâché dans la nature. Il fallait
préparer l'avenir, quoi. C'est vrai. Et donc, tu as fait le bac avec option cinéma. Ouais. Je crois que certains des courts-métrages que tu as présentés étaient tournés d'avant. Voilà, en fait, j'avais fait des courts-métrages avec TNT et j'ai fait croire parce qu'au bac, tu es censé faire un court-métrage dans l'année et moi, je voulais pas le faire, j'avais pas le temps. Donc, j'ai fait croire que c'était mon court-métrage de l'année alors que je l'avais fait 1 an avant, quoi. Donc, je faisais du recyclage comme ça, ouais. Et tu avais aussi une personne dans ta classe cinéma Oui, mais alors ça, c'est... qui a eu une carrière... Oui, mais ça, on me l'a dit plus tard. C'est que c'est des années plus tard, un gars de ma classe cinéma me fait... Ah là, t'as vu ce qu'elle est devenue Mélanie, ça va pour elle. Je fais ouais, c'est qui Mélanie? Et il me fait bah Mélanie Laurent, quoi. Et je fais je vois pas. Elle était dans notre classe et il me fait bah ouais. Et en fait voilà, donc comme quoi faut parler aux filles quand elles sont jeunes. Ça peut aider. Ça peut aider. Et j'ai déjà une deuxième boîte qui est à nouveau une petite surprise sur ton parcours. Donc tu peux déjà prendre la deuxième boîte. Tu viens de passer ton bac. Je viens de passer mon bac là? Ben ouais. Et la boîte s'ouvre. Ah putain. Ah ouais, au début je vois ça, je comprends pas, et en fait il y a le logo France Télévisions. Ouais, mais alors là, il faut que tu nous expliques. Ouais, c'est pas clair pour nous. Ouais. Alors, c'est le symbole de mon premier job d'été en fait. C'est ça. Et mon premier job d'été, j'étais gardien de nuit à France Télévisions. C'est ça. Voilà. Putain. En plus c'est marrant parce que si Facebook existait à cette époque-là, ouais, ça aurait été... T'aurais eu le truc. Ouais. Et avec les commentaires et les j'aime. Ouais, genre bravo, bon plan de carrière. En fait, je pense que c'est mon meilleur petit job que j'ai fait. Parce que, en fait, être gardien de nuit, on t'emmerde pas, tu parles à personne, et ton seul boulot, c'est de ne pas dormir. Et comme je dors peu, ça tombe bien. Et en fait, tu t'occupes comme tu veux. Et donc, en fait, quand tu es apprenti scénariste, eh ben, c'est le meilleur moment pour écrire toute la nuit. Tu n'as rien à faire, tu es bloqué sur une chaise et tout, donc tu peux que écrire, quoi. Donc, c'est là où j'ai écrit les scénarios, avec notamment toujours David Fressino. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais c'est génial, je suis payé pour écrire finalement. Et faire genre, je garde France Télé, mais c'était une blague. Parce qu'en fait, garder France Télé, des fois, le matin, il y avait les voitures qui arrivaient pour Télématin, et on me disait, bah, t'ouvres le coffre. Et je fais, d'accord, très bien, mais je regarde quoi dans le coffre? On sait pas. Et en fait, ton métier, c'est faire très bien. Mais on m'a jamais dit ce qu'il fallait que je regarde dans le coffre. Même s'il y avait une bombe, on m'a pas dit ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je faisais, parfait. Ça. Mais c'est quand même quelque chose que tu recommandes à ceux qui oui, veulent du temps pour écrire, en fait. Mais sérieusement, c'est un truc qui est un peu injuste chez les filles, parce que les filles, elles sont hôtesses d'accueil, et c'est un truc où tu as besoin d'être toujours au téléphone, etc. Alors que les garçons, ils peuvent être gardiens de nuit, et tu peux vraiment passer toute ta nuit à rien faire, et encore à l'époque, il n'y avait pas les portables et tout, etc. Donc t'imagines si j'avais YouTube et tout, mais j'aurais passé mes nuits à regarder des vidéos, tu vois. Et t'aurais rien écrit. Et j'aurais rien écrit. Et pour le coup, c'était peut-être pas plus mal. Mais voilà, donc c'est un très bon plan pour les apprentis scénaristes, c'est ça, quoi. Pour envoyer un petit CV à France Télévisions. Alors, mais en fait, ailleurs. à des agences et tout ça. Par Évidemment. contre, des fois, faut pas avoir peur d'être tout seul. Parce qu'en fait, tous les films d'horreur commencent par un mec qui fait une ronde et qui se fait attaquer par un monstre. Voilà, donc faut pas avoir peur de ça, quoi. Ouais, faut pas écrire un scénario comme ça. Voilà. Du coup, après l'été et le petit boulot, tu enchaînes sur un BTS audiovisuel. Tout à fait. C'était à Boulogne. Un BTS audiovisuel à Boulogne-Billancourt, oui. Et tu vas y rencontrer plusieurs personnes importantes. Des gens très bien, des gens avec qui je continue de travailler, dont Slim, bien sûr. Anaïs Vachez, et Jimmy Tillier, et d'autres gens aussi avec qui je travaille un peu et tout. Pour moi, une bonne formation de cinéma ou d'audiovisuel, l'important, c'est surtout les gens que tu rencontres. Enfin, ça veut pas dire que la formation était très bien, les profs étaient très bien, le matos très bien et tout, mais c'est surtout là où tu rencontres des gens qui ont un peu le même parcours que toi, qui ont un peu les mêmes ambitions et tout, et donc forcément ça fait la différence, et c'est là où tu t'allies avec des gens et où tu es moins seul, quoi. Tu m'as dit qu'à cette époque-là, en fait, tu faisais des courts-métrages qui étaient trop longs. Ouais. Et du coup, tu avais envie de repartir sur des bases un peu nouvelles. En fait, ouais, pendant le BTS, je continuais un peu sur ma lancée j'avais fait une première web-série qui s'appelait Les Chroniques de l'étrange, et c'était des épisodes de 40 minutes, et on mettait 1 an pour les faire. On tournait tous les week-ends et tout, on était des malades. C'était une série, un épisode par an, en fait. Voilà, c'était un épisode par an, vraiment. Et en fait, on a atteint les limites de ça, et je commençais à montrer à des professionnels, et j'ai reçu un message. J'ai eu la chance d'avoir un contact d'un réalisateur français qui s'appelle Eric Valette, qui a fait des putains de bons films. Et ce mec a pris le temps de regarder mon film de merde, hein, et il a dit, écoute, mec, tu dilues ton talent. Voilà, en gros, tu dilues, c'est trop long, c'est incompréhensible, etc. Et ça m'a vraiment réveillé, et heureusement que j'ai eu ça, parce que même si j'ai toujours eu l'ambition de raconter des histoires longues, comme tout le monde qui commence, hein, on veut tous faire du cinéma, on veut tous faire des séries et tout,
d'avoir un peu un coup d'humilité, de me dire non mais il faut que j'apprenne les bases et il faut que je refasse des formats courts, très courts, pour apprendre la technique, apprendre la lumière, apprendre la mise en scène, même sans dialogue, etc. Et ben, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et du coup, parmi les courts-métrages que tu as fait, il y en a un qui s'appelle La Poursuite, Ouais. qui t'a permis de remporter des prix sur la meilleure réalisation au festival Golden W. Je crois que c'est un faux festival. C'est un faux festival. Enfin, c'est un festival, il n'y avait pas de lieu, c'est un festival C'est un festival internet, d'accord. Tu vois, genre, je reçois un mail et je fais j'ai gagné un prix, quoi. Ah, tu l'as appris en sachant que tu avais gagné, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai appris, je sais plus, mais il n'y avait pas de lieu, en fait, il n'y avait pas de remise de prix. Enfin, donc voilà, donc, je peux pas t'en parler vraiment de ce festival. Non, j'en doute pas, mais tu m'as dit justement les festivals, t'en étais vite revenu, en fait. En fait, à l'époque, donc on parle de... C'est vrai que là, on est en l'an 1 après YouTube, je crois. Oui, c'est ça. Et à cette époque-là, c'est le moment où l'habitude pour les courts-métrages, c'est d'être diffusé sur des festivals où il n'y a que les réalisateurs qui y vont et leur équipe. Donc les réalisateurs font bravo pour eux-mêmes. Et au final, t'apprends rien. Il y a ce mythe du producteur qui va dire hey, tu as du talent, viens faire un long-métrage. C'est pas vrai. Et donc à l'époque, il y avait des sites de courts-métrages, t'appelles de Movies, Ciné-Court et tout. C'était encore des sites où il y avait que les réalisateurs qui se regardaient des films et d'autres réals qui disaient hey, c'est de la merde celui-là pour se mettre en avant et tout. Et donc à ce moment-là, je commence à me dire mais en fait, tout ce qui est YouTube et Dailymotion aussi, surtout à l'époque, c'est là où je commence à me dire mais c'est là qu'il faut produire, quoi. Il faut vivre avec son époque. Et même si mes modèles à moi, tous les bouquins que j'avais lus sur Robert Rodriguez, Sam Raimi, Peter Jackson, etc., sont des success stories. Finalement, d'années 80-90, maintenant, il fallait s'adapter à ça et se dire, mais ce qui est le truc où les gens vont être repérés, c'est Internet et les vidéos sur Internet. Et en 2006, c'était pas encore acquis, quoi. C'est facile d'en parler maintenant. C'était tout début, quoi. C'était tout début et c'est le moment où même mes potes me disent, mais ouais, Internet, c'est de la merde, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, il faut faire ça pour Internet. Et donc, il faut un peu s'adapter aux contraintes et faire ça intelligemment, quoi. Et donc, première chose que tu as fait, c'est essayer de trouver des investisseurs pour une plateforme web. En fait, ouais, à force de faire des courts-métrages comme ça, j'avais eu une idée, et j'ai briefé mes potes et je leur ai dit, voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est un site où il y ait une autre équipe, mais qui fasse des vidéos originales toutes les semaines. Et j'avais convaincu pratiquement un couple d'agents immobiliers qui ne connaissaient rien à Internet et tout, et je leur ai dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est des sites web, mais avec des vidéos de gens jeunes, etc., qui font des parodies et tout. Et les mecs ont fait OK. Et on avait pratiquement réussi à dire les trucs. Et au dernier moment, et je crois qu'il y a eu, là, parce qu'en fait, c'est 2006, mais en fait, c'est plutôt 2008. Il y a eu les crises économiques. Oui, c'est vrai. donc voilà, donc c'était mort. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse moi-même, mais d'une autre manière, quoi. Et sans argent. Tu as créé French Nerd. Voilà. Du coup, j'ai créé French Nerd. Voilà, pour une excuse en fait, pour m'obliger à faire des vidéos courtes et pas à faire une vidéo par an, quoi. Et donc à ce moment-là, vu qu'on était très technique avec nos potes, on s'est dit on enlève la technique, on enlève les projos, on enlève tout ça et on essaye d'être le plus spontané possible, quoi. C'est de là qu'est venu plein de concepts beaucoup plus simples à faire que ce que je faisais avant, quoi, finalement. Et donc, tu avais pour ambition de publier 1 à 2 vidéos par semaine. Ouais, en fait, il y avait une vidéo, je savais que c'était du recyclage, parce que j'avais quand même une quinzaine de courts-métrages en stock, et une vidéo qu'il fallait que je fasse de A à Z et tout, etc. Et peu de temps après, une première idée de web-série, Le Visiteur du Futur. Voilà, mais pour moi, à cette époque-là, c'était un des concepts parmi tant d'autres. C'était pas du tout... mais c'était le premier concept que je faisais sans réfléchir au retour qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que tous les autres concepts, projet perso, alors. Un projet perso et en mode, je m'en bats les couilles. D'accord. En mode, fuck you. Parce que je me suis dit, ok, moi j'aime la comédie, j'aime la science-fiction. En France, personne n'en fait vraiment. Donc, surtout sur Internet. Donc, allez, on le fait. Et l'idée, c'était, allez, on le fait, de toute façon, ça coûte rien. Et ça coûtait réellement rien, puisqu'on a tourné 3 épisodes en une après-midi, au Bois de Vincennes, ou dans ma chambre d'étudiant. On a payé des pizzas, et encore, non, parce j'étais malin. On a commencé à tourner à 13h, les gens ils mangent avant. Donc voilà, donc c'était vraiment le truc le plus simple à faire, le plus cheap, et ça m'a permis de mettre tout ce que j'aimais, sans réfléchir, sans me mettre la pression, quoi. Et alors, quel retour au début sur ces premiers épisodes ? En fait, le premier épisode, les gens l'ont beaucoup partagé, et ça a pas mal buzzé pour l'époque, parce que les gens y avaient pris l'axe écolo.
il s'est dit ah là, un court-métrage écolo. Donc en fait, c'était ça les sites de partage de vidéos, c'était regardez ce court-métrage, regardez ce qui se passe quand un jeune homme ne met pas une canette dans la poubelle. C'était un peu ça le buzz du truc, tu vois. Et moi, j'étais en train de me dire, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas ça n'a rien à voir, c'était le premier épisode. Le deuxième épisode, ça parle de pizza et de chiasse, tu vois. Donc je me dis merde. Mais grâce au premier épisode, j'ai eu des prix quand même. Et j'ai eu un prix dans un festival écolo. Et les gens me disaient putain, ton court-métrage avec la canette, bravo. Et j'ai gagné des télés pour ça. Et les gens me disaient à quand la suite? Et j'avais déjà fait une saison en fait. T'étais incompris en fait. J'étais incompris, un peu profiteur, ouais, du truc, mais c'est vrai que c'était pas mon ambition de faire un truc purement écolo, c'était un cadre naturel pour moi par rapport au concept de catastrophe et tout, mais c'était pas le centre du sujet à tous les coups, quoi. Il y a French Nerd Productions qui est né aussi en 2010, ouais. Qui était la version un peu plus structurée, déjà pour protéger les projets. Voilà, ouais, c'était surtout pour protéger nos projets. On n'a jamais eu de locaux comme NoSide, par exemple. Voilà. À cette époque, on n'en avait pas non plus. Ouais, mais nous non plus, toujours pas. Hein. Ah, bah ça... Justement, on a toujours voulu se dire, ok, French Nerd Productions, c'était un logo. Je te prêterai un bureau. Ah bah alors, putain, volontiers. Et c'est surtout pour protéger des trucs, pour répondre à certains appels d'offres. Et voilà, quoi. Et puis vous avez fait aussi quelques opérations spéciales, il y avait le guichet pour Orange. Voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, Slim avait eu, on avait eu ce brief de Orange, Dailymotion pour faire Au début, ils voulaient faire les grands débats, puis sauf qu'ils voulaient contrôler les grands débats. C'était un autre concept que je faisais avec les copains, où on était tout le temps à moitié bourrés et on improvisait et on disait des trucs affreux. Et eux disaient, ce serait bien de faire les grands débats, par contre, il faut nous envoyer les scénarios à l'avance. On dit, bah non, c'est pas possible. Donc on a créé, c'est Slim qui a créé Le Guichet, qui est une web-série vraiment adaptée de sa vie quand il était vendeur à la Fnac, où il envoyait chier les gens tout le temps. Il les trollait tout le temps, il répondait jamais à leurs questions et tout. Donc c'est vraiment adapté de sa vie, mais dans un autre cadre. Et voilà, donc ça a été notre première, on va dire, commande un peu pro, quoi. Il y a la saison 2 du Visiteur du Futur qui est en parallèle, et puis il y a des premiers contacts de production. Voilà, en fait, toute la saison 2, c'est ça. C'est que l'année de la saison 2, c'était l'année des contacts pro. Mais l'année de la saison 2, déjà, ça a duré 1 an et demi. Et c'était le temps qu'il a fallu pour que le projet vraiment se concrétise en production. Donc on a eu le temps de faire une saison avant d'avoir le premier contrat, quoi. Et alors là, tu commences à avoir plein de collaborations. Entre autres, tu participes à J'irai le lait sur vos tombes, en tant que réal. Le Golden Show aussi, que tu crées avec Davy et Poulpe. Ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes. Je crois que c'est des gens plus que tu... en fait, à la base, Davy et Poulpe, c'est des gens que j'admirais depuis des années. C'est des vrais pionniers, pour le coup, d'Internet, en termes de sketch et de web-séries, avec Nerds, Une case en moins et tout. Mange mon geek, je sais pas si les gens se rappellent de ça, mais voilà, une émission de Poulpe de ouf. C'est vrai, la cuisine. De cuisine. Et donc pour moi, c'est des gens vraiment que j'admirais et j'admire toujours. Et donc quand je reçois un mail d'eux qui me dit ouais, on aimerait bien travailler avec toi, j'étais trop content et tout. Et le deal de base, c'était on aimerait que tu sois réal sur J'irai le lait, mais c'était une émission qui existait déjà sans moi et qui marchait très bien sans réal. Mais en fait, leur vraie ambition, c'est que Davy voulait faire un sketch show. Un sketch show, vraiment, un truc un peu comme la télé des inconnus, quoi, un truc où on enchaîne des sketchs et tout. Et moi, j'étais super intéressé pour faire ça et tout, donc c'est comme ça que j'ai été créé le Golden Show, quoi. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer d'autres gens. Il y a eu Flaubert, Ludovic... Le Golden Show, en fait, ça a été là où, pendant 9 mois, c'est comme si j'avais travaillé pendant 4 ans, quoi. J'ai rencontré plein de guests avec qui j'ai plus ou moins lié du réseau, des trucs d'amitié, et aussi même donc des gens de l'équipe avec qui je continue de travailler, que ce soit l'équipe de J'irai le lait, donc Rémi Argaud, Clément Morin et Vanessa Brias qui maintenant est prod à Canal et tout, etc. Donc, et Flaubert qui maintenant est directeur artistique à Moustache. Donc en fait ça a été un peu un endroit où plein de gens qui maintenant font un peu ont pris leur envol et tout, etc. On venait tous un peu de ce laboratoire qui était le Golden Show où on avait pratiquement pas de moyens pour faire pour faire peut-être 10 sketchs par mois, quoi. Et c'est là où on a appris à se connaître, à travailler ensemble et tout. Donc mais avec le temps qui passe, c'est une période géniale. Mais sur le moment, il se passe trop de trucs, quoi. C'était improbable, quoi. Et donc après, vous trouvez un partenaire, Ankama, qui accepte du coup de produire les saisons 3 et 4 du Visiteur du Futur. Voilà, en fait, Ankama, donc, qui produisait à la base J'irai le lait et le Golden Show,
En fait, ça s'est fait par plein d'intermédiaires et ça s'est fait vraiment sur 1 an et demi. Puisque d'abord, ça s'est fait par les gens de la Flanders Company, donc une série sur la chaîne No Life. No Life, après, qui a permis de rencontrer Davy, et Davy, après, qui m'a contacté pour des émissions, mais qui a quand même donné le DVD du Visiteur à Ankama. Donc tout ça, c'est 1 an et demi, en fait. C'est l'effet papillon. Voilà. Donc tes pauses. Exactement, voilà. Et donc, Ankama accepte de produire dès le départ en me disant voilà, on veut produire une saison 3 et 4 et une BD et d'autres trucs et tout, etc. Donc moi, ça a sauvé la série parce que je pense pas que j'aurais pu faire une saison 3 autoproduite. Quoi. C'était la saison 2, en autoproduction, on avait atteint nos limites. Donc c'était nickel. Quoi. Autre projet, mais cette fois-ci en télé, Les Opérateurs. Donc c'était avec Slimane que tu l'as créé. Voilà, en fait, en parallèle de ça, il y avait d'autres gens qui nous contactaient pour proposer des nouveaux concepts de format court. Et nous, c'est vrai qu'on avait toujours eu, même si c'était du format court qu'on faisait, c'était toujours feuilletonnant, et c'était pas que de la pastille. Ce concept-là a été pris donc, par Taranja Prod du groupe Tel France, et on l'a développé ensemble, et on l'a développé à la base pour la télé, et au final, ça a été pris par le Studio 4.0 de France Télévisions, qui est la plateforme web transmédia entre France 4 et le web, etc. Et ça a été une des premières séries vraiment produites par eux et tout. Et donc on est très contents. J'ai pu y mettre des copains dedans, etc. Donc voilà, on a fait ça avec Slim. Et c'est une histoire complètement hallucinante. Comment tu le pitcherais? En fait, la façon dont je l'ai pitché, c'est un mélange entre Caméra Café et Lost. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça, quoi. Dans le sens où c'est des mecs dans des bureaux, dans une entreprise mystérieuse, qui se rendent compte qu'ils ne savent même pas quel est leur propre métier, en fait. Et ça vient de l'expérience de Slim, qui a travaillé dans des bureaux, dans des trucs corporate, où il se rendait compte qu'il y avait tout un langage chelou, où tout le monde faisait semblant de comprendre, mais en fait, qui était absurde. Et on s'est dit, mais ce serait marrant que des mecs, en fait, ils sont tellement habitués à ce langage-là, qu'en fait, ils savent même pas ce qu'ils font, et que même la boîte est mystérieuse, et les manipule ou pas, et on sait jamais si c'est la boîte qui les manipule, ou si c'est eux qui sont fous, en fait. Donc c'était très kafkaïen, quoi. Et à ce moment-là, quelque chose se passe dans la 3e boîte. Ah. Soudainement, quelque chose apparaît. Quelque chose dans la boîte. Alors là aussi, c'est... Oh putain. Enculé. C'est un scénario, enfin faux scénario. C'est une belle histoire en plus le titre. Avec un logo de l'Élysée. Ouais. Donc vers 2012, vers 2012-2013, je suis contacté par un producteur qui me dit oh là là, on a pensé à toi François pour réaliser un long métrage. Ouais. Moi, c'est un de mes rêves, faire des longs métrages. Donc je dis cool. Mais c'est quoi le long métrage et pourquoi vous avez pensé à moi? Ah non, mais t'es vraiment le réel parfait pour ça. Et je lis le truc et je comprends pas. Enfin, c'était un scénario sur la résistance, un truc pendant la guerre et un truc sur l'amitié entre des juifs et des musulmans pendant la guerre. Je suis ni l'un ni l'autre, je n'ai pas vécu la guerre, je pense que j'étais surtout pas cher. Voilà. Mais bon, je fais ok, le scénario, très bien. Mais je dis, mais c'est un film, il va être tourné de quand ce film et tout? Il fait, ah bah là, dans 3 mois. Je fais, dans 3 mois, mais moi qui ai écrit des films qui n'ont jamais été faits, je me dis, ouais, en 3 mois, ça me semble bizarre quand même. Et le gars me dit, ouais, bon, en fait, c'est pas censé, voilà, mais le président de l'époque comptait se représenter et il comptait participer d'une manière directe ou indirecte à ce film pour montrer qu'il était proche des communautés juives et musulmanes, etc. Donc c'est un film, en fait... un peu promo. Un peu promo, quoi. Voilà. Un peu promo, quoi. Et j'ai fait, ah, ok. Ben, non, merci, quoi. Et le film ne s'est jamais fait. Donc, je sais pas, donc ce que je ne sais pas, c'est que si c'était vrai. Voilà. Je ne sais pas à quel point l'Élysée était dans le deal ou pas. Est-ce que c'est le producteur qui, par agence interposée, on lui a dit « Ouais, l'Élysée est prête à faire ça », je ne peux pas le dire. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit à moi. Mais on peut pas... le mystère reste entier. Le mystère reste entier et je pense que les personnes qui ont travaillé là-dessus sont toutes mortes. Ouais. Et alors, dans ce qui est politique, il y avait aussi Philippe de Villiers, potentiellement? Ouais, alors pareil, jamais directement. C'est jamais des gens que j'ai rencontrés directement et voilà, je m'en porte très bien comme ça. Et c'était par rapport à une web-série, une de mes premières web-séries que j'ai faites sur French Nerd, qui s'appelait Frenchman, qui était un truc avec un super-héros, branleur et tout, etc. Et il y avait
Et dans ma tête, il y avait tout un réseau de super-héros de chaque pays et tout. Et c'était très peu politisé en fait, même s'il y avait quand même des personnages politiques. Pour moi, c'était vraiment très blague. C'était vraiment surtout une parodie de la pensée française, etc. et des super-héros. Et t'as à un moment un gars qui me contacte qui fait « Ouais, putain, je suis parti d'un groupe, on adore ce que tu fais. » Je dis « Ah, mais trop bien. » Ouais, et franchement, on trouve qu'on a les mêmes idées. Je fais « Ah bon ?» Et dans ma tête, je faisais un truc pro-européen. Dans ma tête, c'était ouais, Frenchman et copain avec German, avec. Tu vois, donc en fait, c'était un truc un peu en mode ouais, tous les super-héros de chaque pays sont potes. Et là, il me dit ouais, on est là, on est comme toi, on est contre l'Europe et tout. Je fais, et je fais ouais, et donc je travaille pour un gars, bon, tu vois, Philippe de Villiers et tout. J'ai fait oui. Et on aimerait bien que ça soit notre mascotte, tu vois, et de produire d'autres vidéos où tu fais ce que tu sais faire. Et j'ai fait. Et donc j'ai arrêté la série. Ça m'a dégoûté. J'ai fait putain, d'être aussi peu compris, c'est que je note que c'est la deuxième fois que les gens ne saisissent pas ton message. Ouais, mais la deuxième fois, je pense que c'était parce que j'étais pas cher. Je tiens à le dire. Parce que je ne véhicule pas d'idées vraiment politiques. Bon, l'écologie, je pense que oui, ça c'est la base, tu vois, mais voilà, je pense qu'on interprète beaucoup. Mais de toute façon, dans ce milieu, les gens, ils s'approprient tous les messages, je pense. Été 2013, tu tournes la 4e saison du Visiteur du Futur, ça s'appelle Néo Versailles. Oui. Je crois que c'était, en termes de moyens, quelque chose de plus ambitieux. Voilà, carrément, c'est là où on est allé vraiment au bout du concept de la web-série financée, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de suite, c'est que c'est difficile, déjà d'un point de vue économique, d'aller au-delà de ça. Peut-être plus tard, peut-être que ça sera la base. Peut-être qu'après, on dira, ouais, faire des web-séries en costume et tout, etc., avec des figurants, c'est normal, mais pour ce moment-là, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas dans les habitudes des gens. Et je suis content de l'avoir fait, et j'en suis super fier. Surtout que cette saison-là, je l'ai créée un peu comme un mini spin-off pour moi. C'est-à-dire que je voulais un peu renouveler le concept, créer des nouveaux personnages et tout, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle vraiment... que Néo Versailles est écrit même plus gros que le Visiteur du Futur. Voilà, c'était une façon de montrer que je pouvais me renouveler à travers... parce que quand tu fais 4 saisons, ta peur, c'est vraiment de faire la même tambouille, quoi. Donc voilà, c'était un gros tournage. C'était notre premier tournage entièrement cross-bordé, donc réuni sur 5 semaines, tourné en région, en Poitou-Charentes. On a vécu voilà, tous ensemble pendant un mois et tout, pendant l'été 2013. Et voilà, quoi, des super souvenirs, une liberté totale. Mais vraiment, c'est ça qui est hallucinant, quoi. Des belles rencontres. Donc, c'est une série, enfin cette saison est aussi intéressante à regarder, la saison en elle-même, que le making-of, quoi. Comment on l'a fait, et tout, etc. L'esprit derrière le projet. Il y a un côté un peu colonie de vacances, en fait. Totalement. Parti entre potes. Totalement. Mais beaucoup de potes. Mais en fait, c'était ça. C'était qu'il y avait même des acteurs qui tournaient que 4 jours, mais qui sont restés 1 mois. Donc ils venaient tous les jours, profiter de la régie, mais qui filaient des coups de main, qui tournaient des trucs en parallèle, et tout, etc. En fait, sur ce tournage, entre moi, Raph, Slim, Ludo, Thibaut Farnoux, on était 5 réals, en fait. Flaubert aussi, pour tourner des trucs. Flaubert, il a fait des romans photos trop marrants, ou des trucs de gitans, etc. Enfin, chacun profitait des endroits du décor pour faire son propre mini-truc, etc. Raph a fait une mini-série là-bas. Je lui ai demandé de faire des plans pour la bande-annonce et tout, en parallèle. Donc on était vraiment... il y avait vraiment une créativité et un cadre idéal, quoi. C'était vraiment génial, quoi. Et alors, pour conclure l'histoire du Visiteur du Futur, vous êtes passé à un autre média, vous avez fait un bouquin. Oui. Qui s'appelle La Meute. La Meute, voilà. Et La Meute, c'était en écrivant la saison 4 que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs que je pouvais pas mettre dans la saison 4, qui étaient compliqués à faire. Notamment le fait qu'il y ait des enfants, etc. C'était pas forcément simple à mettre en scène. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec pas mal de trucs, je savais pas quoi faire. Et à ce moment-là, Brajlon, donc les éditions Brajlon, nous contactent et nous dit ouais, on aimerait bien que vous fassiez un roman Histoire du Futur, si vous avez des idées. Et c'était parfait parce que je savais que des gens pouvaient être frustrés par la fin de la saison 4, et donc le roman pouvait répondre à pas mal de questions. Sauf que j'ai toujours su que je ne savais pas écrire. C'était ma plus grande frustration, c'est que quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était d'être romancier, et en fait j'ai compris que je ne savais pas écrire de la prose, que j'avais juste écrire des actions, quoi, comme un scénario. Et donc ça m'a toujours frustré. T'étais pas bon en dissert au lycée, en fait.
Non. En fait, le français, c'était ma matière préférée, mais j'étais toujours pas bon et je comprenais pas. C'était très frustrant. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je connais un gars qui sait écrire, mais vraiment, qui a le talent pour ça, c'est Slim. Et en plus, Slim fait partie de l'équipe, il connaît les personnages et tout. Et donc, je lui proposais de prendre en main le roman, dont l'histoire, on a écrit ça ensemble, mais après, il allait faire tout le boulot, le vrai boulot d'auteur de roman, quoi. Et en plus, donc on l'a dit, ouais, ok, mais c'est Slim qui a écrit. Et Brajlon nous a fait confiance, sachant qu'on n'avait rien écrit, tu vois. Mais après, on a fait croire, Slim avait déjà écrit un roman, mais c'est un roman qu'il avait écrit juste pour une personne. C'est un roman qu'il avait écrit pour Mathieu Poggi pour son anniversaire. Donc il avait écrit un roman de 120 pages. Et donc c'est un roman qui n'existe un exemplaire. C'est un roman qui s'appelle La putain de Saras. Et donc à chaque fois, à Brajlon, on disait oui, pour Slim, tu as déjà écrit un roman qui s'appelle la putain de Saras. Mais on ne disait pas que c'était un roman qu'on avait fait en un exemplaire. Donc ils ont dit, ah bon, si tu sais écrire, c'est bon. Et il se trouve que, Slim sait très bien écrire, heureusement, c'était pas que une arnaque. Et en fait, voilà, donc le roman, c'est à la fois la suite de la saison 4, et en même temps, c'est des flashbacks, c'est les origines du visiteur et tout, donc on répond à pas mal de questions. Et j'en suis très très content, parce qu'en plus, j'en suis très content parce que déjà, j'ai pu mettre des choses que je voulais mettre, mais aussi quand tu reçois les pages que t'as pas vraiment écrites, tu le découvres. Et t'as cette sensation vraiment d'être un lecteur, d'être un spectateur. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi, de pouvoir profiter d'un truc que j'ai écrit, mais pas trop, quoi. Voilà, c'était assez cool à lire. Et vous avez aussi eu, du coup, pas mal de propositions pour la suite. Et puis, vous avez, du coup, trouvé une collaboration avec Endemol Beyond. Vous avez monté French Ball. Voilà, en fait, pareil, en parallèle de ça, ça s'est très bien goupillé, parce que Slim voulait faire une série depuis longtemps qui s'appelle La théorie des balls. Raph voulait arrêter pendant un certain temps de travailler avec Loden Moustache et faire des sketchs de son côté. Moi, je savais que j'avais le visiteur qui s'arrêtait et donc j'avais une année où j'allais écrire des trucs mais pas forcément réaliser. Et donc French Ball a été le truc parfait pour qu'à nous trois, on puisse fournir du contenu en partenariat avec Endemol Beyond qui est en fait une structure dans Endemol qui s'occupe d'Internet, on va dire, de la création originale, et qui nous a laissé une liberté, mais totale. Mais quand je dis totale, c'est vraiment total, quoi. Ils nous mettent à disposition des moyens et ils nous font confiance, et pour l'instant, c'est une super collaboration, on est très contents. Et donc, ça nous a permis de faire plusieurs trucs. Donc, la théorie des balls, la série de Slim, mais aussi Speed Detective, qui est un format créé par Raph, refaire les grands débats. Ça, c'est un truc que jamais dans ma vie, j'aurais cru que les grands débats, dont le concept est on est bourré, on parle et on invente un débat de merde sur deux sujets. C'est des discussions de mecs bourrés, quoi. Version non scriptée, donc. Version non scriptée. Et le faire produire par Endemol, mais pour moi, voilà, c'est un achievement. Un achievement, voilà. Genre, ok, ça, jamais, même on me l'aurait dit, j'aurais pas cru, quoi. Et d'autres concepts aussi, Epic Fitness aussi, des trucs de sport racistes, tu vois. On n'en a pas assez. Voilà, donc on est super content qu'on nous fasse confiance. Surtout que le deal, c'est qu'on leur disait, voilà, on n'est pas sûr que ce qu'on fait va être buzzable, aura des millions de vues, parce qu'on n'a jamais fait ça comme ça. On ne sait pas faire des millions de vues. Il se trouve qu'on en a fait, surtout Raph, avec ses sketchs, mais ça n'a jamais été un truc volontaire, quoi. Donc le fait qu'ils nous fassent confiance, ils disent, ouais, allez-y, tentez, et c'est vraiment cool. Et alors, qu'est-ce que French Ball nous réserve pour le futur ? Des choses que tu peux nous dire ou tout est confidentiel ? C'est pas que c'est confidentiel, c'est que même nous, on sait pas trop. Voilà. À faire. Voilà, c'est à faire. On est très content de comment ça se passe. Nous, on est surtout très content de la théorie des balls parce que c'est une web-série à une époque où la web-série, finalement, c'est rare. Tu vois, c'est que il y a eu, au début du Visiteur, tout le monde me disait « Ah, c'est bon, la web-série, tout le monde va en faire. » Et en fait, très clairement, c'est pas du tout ça qui a pris. C'est les podcasts qui, après, a enchaîné sur les sketchs et les sites de sketchs comme Bagel et Moustache. Mais la web-fiction à épisode n'a jamais été un truc qui a vraiment pris et où le visiteur du futur, finalement, c'est une sorte d'aberration là-dedans, quoi. Et donc, quand on lance la théorie des balls, même si la théorie des balls, c'est plus ou moins une suite d'une autre série qui s'appelle J'ai jamais su dire non, on est quand même dans on sait pas du tout ce que ça va donner, quoi. On sait pas du tout si ça répond aux habitudes des internautes. Et en fait, si. Et c'est ça qui m'a le plus rassuré, c'est de me dire que
on est maintenant à un âge sur Internet où, comme les gens ils ont beaucoup d'émissions, beaucoup de sketchs, etc., le fait d'avoir de la web-série avec de la narration et tout, ben, les gens sont prêts à regarder ça, même sur leur iPhone, même dans le métro et tout. Donc on est super content de ça et donc on aimerait pousser ça encore plus loin, quoi. Pousser notre... ce qui est finalement ce qu'on aime le faire le plus, savoir de la série. De la série qui se trouve être sur Internet, mais c'est de la série, quoi. Très bien, bah écoute, on a fait un tour de tous tes projets, mais j'ai encore quelques questions pour Très toi. bien. On parle d'un effet d'écrac quand on parle des web-séries. Oui. Le fait que tu aies donné envie à plein de gens de faire la web-série. Alors effectivement, c'est pas forcément toujours concrétisé avec des grandes web-séries, mais le fait de lancer un mouvement avec les visiteurs du futur. Bah, pour moi, c'est très nuançable, cette notion. Déjà, il faut savoir que... C'est sur ta fiche Wikipédia. Hein. Oui, mais voilà. C'est nuançable parce que déjà, il y a des gens qui faisaient des trucs avant moi. C'est-à-dire que moi, je me suis inspiré de gens comme Davy, Poulpe, la Flanders Company, ou même The Guild, qui est une des premières web-séries vraiment à succès et tout, et qui reste pour moi une des meilleures web-séries du monde. Donc voilà, pour moi, je n'ai fait que m'inspirer de gens qui faisaient déjà ça avant, plus ou moins. Après, ouais, ce terme, je l'ai toujours entendu en interview parce que c'était sur Wikipédia. Oui, bah ça doit être ça alors. Tu vois, en fait, personne l'a jamais... Il n'y a qu'une personne qui l'a dit une fois, c'était Frédéric Fleurier, qui a été très important dans la diffusion du Visiteur du Futur, puisque c'était le responsable du contenu de la homepage de Dailymotion. Mm-hmm. Et à l'époque, à cette époque-là, c'était hyper important, ça pouvait vraiment te faire des vues d'avoir la homepage Dailymotion, surtout que c'était basé sur un mec qui décidait s'il aimait bien ou pas, quoi. Donc il y avait un choix éditorial vraiment, et donc le fait d'avoir été en homepage par ce mec-là a beaucoup aidé la série, et donc ma carrière finalement. Et donc ce mec-là a dit après qu'il y a eu un effet d'écrac, mais c'est par rapport vraiment à une époque très précise de Dailymotion et tout, etc. Et encore, je suis sûr que tous les gens qui faisaient de la web-série à ce moment-là en faisaient sans avoir vu le Visiteur du Futur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et c'est là où, par exemple, toi et moi, on fait partie de la génération où on a été inspirés par des séries de télé et par du cinéma. Mm-hmm. C'est ça qui nous a donné envie de faire des vidéos. Et Internet est arrivé au moment où c'était un support de diffusion. Là, on va arriver à une période où les gens, les nouveaux jeunes, parce que nous on est des vieux mecs, et les nouveaux jeunes, ils vont dire « Moi j'ai eu envie de faire des vidéos parce que j'ai vu des vidéos sur Internet ». Et ça c'est nouveau. C'est que ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront vu nos trucs, tout, etc. et qui diront « Ah, ça m'a influencé pour faire des trucs ». Et ça c'est une autre étape, quoi. Donc peut-être que ces gens-là, il y en a qui ont été inspirés, mais c'est vrai que je les vois pas encore vraiment, ils sont encore jeunes, quoi. Donc, mais ce serait un honneur. Voilà. Ça viendra. Peut-être, oui. Ça viendra. Tu m'as dit aussi que tu faisais beaucoup de conventions chaque année pour aller à la rencontre du public, du visiteur. Qu'est-ce que tu as comme retour dans ce genre d'événement ? En fait, c'était ça qui était important pour nous quand le visiteur commençait à bien marcher. C'était que le fait d'avoir des retours d'internautes, c'est cool, mais c'est un peu abstrait, quoi. Et le fait de voir qui sont les gens qui regardent, ça m'a beaucoup aidé, ça permet d'humaniser un peu le processus, quoi, de ne pas être en mode je suis à l'opposé d'un endroit, je transmets du flux par Wi-Fi. Et tu vois, le fait d'humaniser le truc, le fait d'avoir un rapport un peu comme il y a au théâtre, comme il y a dans des concerts, etc., c'était hyper important pour notre équipe, quoi. Parce que notre équipe, on vient de là, j'ai beaucoup d'acteurs de théâtre, quoi. Donc ils ont besoin de visualiser les gens, quoi. Et aussi, ça m'a permis de me rendre compte que la communauté des gens qui regardent vraiment nos vidéos, en fait, chacun a une communauté qui ressemble un peu à ces vidéos, on va dire. Donc les gamers ont des gamers, tu vois. Et nous, je me suis rendu compte d'un truc dans notre communauté, c'est qu'on a souvent des artistes en devenir, quoi. Des gens hyper talentueux, mais vraiment, quoi. Des gens, des dessinateurs, je me dis, mais waouh, mais tes dessins. Et ces gens-là ont vachement influencé la série. C'est à l'époque de la saison 1 du Visiteur, quand on avait zéro moyen, quand on montrait que ma cuisine et mon salon, des gens imaginaient un peu le futur du Visiteur, tu vois, ils se dessinaient. Et moi, ces gens-là m'ont inspiré à rendre la série plus classe, à montrer ce genre de choses que je voyais qu'en dessin, en fait. Donc ça a été un rapport vraiment bénéfique, quoi. Je suis content aussi parce que je rends compte que c'est la série du Visiteur du Futur, même si c'est une série un peu de mecs, fait par des mecs, mais il y a pas mal de public féminin quand même.
C'est pas une série juste de gros porcs, quoi. Et notamment la saison 4, je pense que la saison 4, beaucoup de mecs ont moins aimé, mais ça a été un truc plus, ouais, il y a une reine, une baronne, etc. Donc je suis content aussi de voir que mon univers n'est pas que centré sur un prototype de geek trentenaire, quoi. Quelque chose d'autre que tu as inspiré, que tu n'as pas fait toi-même, c'est le jeu de plateau de Visiteurs du Futur. Bah ça, la grande force dans Kama, c'est qu'ils ont des gens hyper talentueux en interne, et dont Pasqueos, qui est à la base le dessinateur, celui qui fait tous les trucs en animation qu'on voit dans Le Visiteur, et qui a aussi fait tous les visuels, les t-shirts et tout, etc. Et ce gars-là, en fait, avec un de ses potes qui s'appelle Seb, ils ont créé un game design autour du Visiteur du Futur, qui s'appelle La Relève, et qui est un vrai jeu de plateau à base de cartes et tout, etc., et qui reprend les codes de la série, mais qui permet aux gens de se l'approprier. Et ça, c'est un truc que moi, je suis pas du tout là-dedans, enfin, je ne sais pas faire ça. Donc moi, j'ai un peu supervisé un peu le truc, mais de façon très très large, et c'est vraiment eux qui ont mis leur idée et tout, etc. Il y a même Yacine, c'est marrant, il y a une des règles du jeu c'est Yacine Bellos qui a influencé le jeu et tout, qui a dit « Ah, c'est très marrant qu'à la fin on puisse faire ça et tout ». Et voilà, donc c'est un jeu créé par Ankama et tout, etc. Et dont je suis super fier. Et j'ai fait pratiquement rien, donc pareil, c'était partie des trucs, tu fais « Ouais, c'est trop bien !» J'ai rien à faire, trop bien, tu vois. Bientôt dans un épisode de Fair Play, alors. S'il te plaît, tu viendras jouer avec nous. Oui. Pour l'instant, moi j'ai joué, chaque fois que j'ai joué, j'ai gagné. Ah, voilà. Donc il y a un défi. Il y a un défi. Te battre. Voilà, de me battre. Voilà. Très bien, c'est bien. Mais en fait, le jeu t'oblige à la fin à faire une improvisation d'1 minute. Mais si tu as suffisamment de points, tu peux obliger un autre mec à le faire. Et donc le but, c'est toujours de trouver le mec qui est un peu timide et l'obliger après de faire une impro pendant 1 minute. Et alors pour continuer dans les séries, je crois que tu as un projet futur sur lequel on ne peut pas encore dire grand-chose, qui s'appelle Deadland. Tout à fait, ouais. Donc Deadland, c'est un projet à la base initié par Shine Productions, qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, on a un projet, machin. Et c'est partie des rares fois où je suis allé au rendez-vous en me disant, c'est mort, j'aurai pas le temps de le faire et il y a de fortes chances que le projet m'intéresse pas. Et à la fin du rendez-vous, j'ai fait, putain, j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de participer au projet. Mais j'avais quand même aussi besoin de l'approprier un petit peu. Et donc, avec l'auteur d'origine, qui s'appelle François Usan, on a repris le concept, on a retravaillé le tout, et on est en train de créer une nouvelle série donc, qui s'appelle Deadland, qui se passerait a priori dans les Landes. Voilà. Et qui est une série très ambitieuse. Je ne sais pas ce qui a été dit exactement sur le truc. Ce serait pour quelle chaîne, on ne l'a pas dit? Pour France 4. D'accord. Voilà, et qui est la seule chaîne qui peut produire de la science-fiction. Voilà, et donc ce serait un concept vraiment un peu SF, un peu fantastique, avec de l'humour. Ce serait dans un style très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pour ça aussi que j'étais intéressé par l'idée, parce que ça n'aurait rien à voir avec Le Visiteur. Et voilà, donc c'est en cours. Je rebondis sur ce que tu m'as dit sur le fait que ce soit des projets en développement. Tu m'as dit que c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient auteurs, qui écrivaient des projets qui n'étaient jamais tournés. Ça pouvait être un métier, en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que scénariste, quand tu es scénariste, tu peux passer des années à écrire et même être payé pour des projets que personne ne verra. Et à Hollywood, ça prend des proportions tellement énormes qu'il y a des gens qui sont payés à coût de millions de dollars sans que rien de ce qu'ils aient écrit n'ait été tourné, quoi. Ou alors c'est des pilotes, mais qui n'ont jamais été diffusés. Et donc, ça c'est un truc que j'ai appris très tôt, et ça a été notamment grâce à David Fressino, qui a été un des premiers mecs qui m'a donné des jobs d'auteur, c'est que de me mettre dans un cadre où il faut aimer écrire pour écrire, où il ne faut pas flancher quand le projet ne se fait pas, etc. Et ça, je l'ai vraiment appris grâce à David. Et donc, ce qui fait qu'au bout du compte, et c'est en parlant avec toi, je me suis rendu compte que ce que j'ai réalisé dans ma vie, donc ce que j'ai mis en image, ne correspond qu'à 10% de tout ce que j'ai écrit. Mais que ça reste quand même une bonne moyenne. Qu'au final, il y a des gens qui n'ont même pas ces 10%-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir de la chance de pouvoir dire « ouais, Le Visiteur du Futur », de pouvoir montrer des images de trucs que j'ai fait, ça me met déjà dans une catégorie de privilégiés, parce que les gens, des fois, écrivent pendant des années et rien ne voit le jour, quoi. Et ça a été un peu ça ma problématique de toute ma vie, ça a été j'ai toujours voulu écrire, mais je savais que si j'étais que scénariste, j'allais pas pouvoir forcément être satisfait.
Et j'ai toujours voulu réaliser aussi. Et donc, mais j'ai toujours considéré que c'était deux métiers différents et deux phases différentes. Et il fallait être un peu schizo quoi, pour passer de l'un à l'autre. Et je me nourris un peu des deux, quoi. Mais en fait, scénariste, auteur, ben, ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup d'endurance surtout. Voilà. Et alors, le cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ? Bah, ça a été mon premier réflexe, le cinéma. C'est-à-dire que même quand j'étais jeune, c'était même avant que les séries télé deviennent bien, tu vois. C'était, quand j'étais jeune, c'était le cinéma. C'était Jurassic Park, c'était Ghostbusters, c'était Retour vers le futur, Indiana Jones, Star Wars. Donc forcément, ça a été mon premier élan. Mon premier but dans ma vie, c'était faire des longs métrages. Et donc quand t'es gamin, on te dit, si tu veux faire des films, il faut que tu ailles à la Fémis, il faut que tu passes par plein de stades de techniciens, etc. Et tout. Et la vie a fait que, et le monde a fait que. Maintenant, même si ça reste toujours un de mes rêves, je sais que ça peut être dangereux d'accepter de faire un film juste pour faire un film. Que malheureusement, en plus maintenant, le fait d'avoir fait des trucs avant, d'être connu pour des trucs, ça me... Avant, j'aurais pu me dire, ok, je fais un premier film, de toute façon, tout le monde s'en fout. Et personne ne le verra, et l'important d'un premier film, c'est de se faire la main. Maintenant, je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais un premier film, il y aura quand même un minimum d'attente. Je dis pas qu'il y aura des millions de gens en haleine, mais ce que je veux dire, c'est que je suis obligé d'aller dans la continuité d'un truc que j'ai construit avant. Donc déjà, je peux pas me permettre de faire n'importe quel film juste pour faire un film. Et aussi, le monde a tellement changé, Internet a tellement changé et tout, que on me donne des moyens de faire finalement de la fiction, d'écrire mes trucs, de me laisser en liberté totale avec mes potes. Et donc, ça, c'est un truc qui est rare, quoi. Et donc, film ou pas film, c'est ça le vrai but, finalement. C'est faire des histoires avec des gens que t'aimes bien. Et le support, finalement, n'est qu'un moyen de montrer ce que tu fais. Et donc, j'ai appris un peu à relativiser par rapport à ça et à me dire, mais finalement, voilà, quoi, j'ai pas envie de faire un film pour faire un film. Sinon, surtout quand je vois ce qui se passe en cinéma en France, je me dis pas, putain, chaque semaine, je me dis pas, j'aurais aimé faire ce film, quoi. Donc, je suis très satisfait de ma situation et je me rends compte que... Et de toute façon, même mes modèles à moi, genre des mecs comme Josh Whedon par exemple, pour ne citer que lui, c'est des mecs qui naviguent de support en support en fait. En fonction de là où on leur dit, là t'as moyen de faire ce que tu veux, ils prennent ce support-là, mais ils vont pas se dire, je veux que faire ça, quoi. Je suis pas comme Tarantino. Tarantino, lui, pour lui, c'est une religion le cinéma. Il veut filmer que en péloche, etc. Il veut pas passer par d'autres supports et tout. Mais moi, je pense que j'en suis pas là, quoi. Moi, c'est une autre génération aussi. C'est aussi une autre génération, une autre culture, et aussi la volonté de, quoi qu'il arrive, raconter des histoires sur n'importe quel support. Le roman, la BD, le web, la série, télé, et peut-être un jour le cinéma, quoi. Mais à voir. Je crois que tu as déjà écrit plusieurs longs métrages, réécrit même plusieurs fois, et que tu gardes dans un tiroir. Pareil, ça c'était l'expérience d'écrire avec ou sans prod et tout, etc., notamment avec David Fressineau toujours. C'était mes premières expériences de se confronter à ça. Ce qui fait que maintenant, finalement, se confronter à l'écriture de long métrage, c'est effrayant, mais comme je suis passé par là plusieurs fois, j'ai échoué plusieurs fois aussi, ça me permet aussi de savoir ce qu'il ne faut pas faire et tout. Et l'exercice ne me fait pas peur. Mais oui, c'est la réalité du milieu. C'est-à-dire que sur tous les longs métrages qui sont écrits en France, il y en a tellement peu qui voient le jour. Et c'est pour ça que même le fait de voir un film au cinéma, quand ce film, le fait qu'il existe, même s'il est mauvais, c'est un miracle, tu vois. Parce que c'est tellement dur, personne n'attend tes films, personne n'a besoin de voir tes films, et tout, etc. Et tu dois passer par tellement d'étapes de gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce que tu fais, et tout, etc. T'es pas la bienvenue, tu vois. Et t'es obligé de... C'est sur un malentendu que tu réussis dans ce milieu, quoi. Et t'as écrit une pièce de théâtre aussi. Ouais. Et juste, ça parlait de quoi ? Je suis assez intrigué, en fait. En fait, j'ai écrit une pièce de théâtre de science-fiction. D'accord. Et en fait, pareil, je connaissais un gars qui avait un théâtre, qui était tout petit, et qui avait une trappe. Et je lui ai dit, mec, si j'écris une pièce qui se passe dans ce lieu-là, est-ce que tu acceptes de, au théâtre, la produire, ça veut tout dire et rien dire, quoi, mais au moins il me fait, ouais, carrément. Et je me suis dit, putain, j'ai une pièce avec une trappe, et ça me fait penser à un vaisseau spatial. Et donc je me suis dit, mais en fait, si on crée un décor, on peut faire une pièce, une sorte de huis clos. Et donc l'idée, c'est de faire un huis clos un peu limite vaudeville, en fait, tu vois, ou sitcom, dans un vaisseau, quoi. Et donc ça s'appelait Destination Pluton. Et c'était l'histoire de mecs qui partaient en vacances à Pluton dans le futur, etc. Et toutes les emmerdes qui leur arrivaient et tout dans le vaisseau. Et ça me semblait tellement simple, en fait, donc je l'ai écrit assez rapidement.
Mais au final, le théâtre n'a pas voulu faire le truc. Donc j'ai quand même réussi à en tirer un teaser parce que j'avais fait quand même un casting et tout, etc. Donc le teaser, ce truc, il existe sur Internet. Mais j'en ai tiré des blagues ou des références que j'ai mis dans le visiteur après. Et en fait, voilà, donc, il y a pas mal, notamment le flic à l'accent toulousain, ça vient de ça et tout, etc. Donc j'ai réussi à recycler des trucs. Et pour terminer sur le cinéma, quelles sont toi tes références, tes goûts? Alors science-fiction, je pense qu'on va être dedans. Tu me parlais aussi d'horreur. Ouais, mes grands maîtres, c'est Sam Raimi, Peter Jackson, Robert Rodriguez, pour leur façon d'avoir commencé, surtout, tu vois. Et Edgar Wright, ça je pense que tout le monde l'a. Tout le monde l'a tellement que maintenant tu le vois partout. Tu le vois dans n'importe quel court-métrage, Bagel, Moustache, ou Cyprien, tu vois les gros plans et tout, etc. Les tricks d'Edgar Wright, on les a tous chopés et on se les approprie tous. Quoi. Je pense qu'il a influencé vraiment une génération et je pense en faire partie. Quoi. Après, les grands maîtres, les Scorsese et tout, moi je suis toujours fasciné parce que c'est un mec qui ne vieillit pas dans son talent, ça fait 40 ans et tout. Voilà, il y en a tellement que j'aime et tout, etc. Danny Boyle et tout, etc. Enfin, j'en ai pas un en particulier, quoi. Moi, Zemeckis, Spielberg, tu vois. Même les Spielberg que les gens aiment pas, moi je les aime bien des fois. Donc, vaut mieux tu me dises quel mec, tu me dis un mec, je te dis si j'aime bien ou si j'aime pas. Ça pourrait durer longtemps. Ouais, voilà, et ça serait une autre discussion. D'accord. Et pour terminer, on parlait un petit peu de YouTube. C'est devenu du coup une plateforme maintenant de création pour tout le monde, une plateforme dont les gens peuvent en vivre. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux gens qui ont envie aujourd'hui de créer de la vidéo au sens large, humour ou pas humour, et qui voient le monde dans lequel on est aujourd'hui? Alors, en fait... C'est une question difficile. Ouais, c'est très difficile. D'habitude, je réponds toujours en disant faites des trucs... Parce que les gens... Il y a deux types de personnes qui viennent me voir, mais les gens qui viennent me voir souvent, c'est des gens qui veulent faire de la série ambitieuse, qui veulent faire Lost, qui veulent faire des trucs qui veulent faire Doctor Who avec 3 francs 6 sous. Et d'une certaine manière, le Visiteur Futur, c'est ce qu'on a réussi à faire, mais on l'a fait par étapes. Et ça, c'est hyper important, de pas commencer un tournage sans avoir tourné de sa vie, quoi, avec une équipe de 20 personnes sans avoir jamais fait ça, quoi. Et le visiteur, si les gens veulent vraiment imiter le modèle visiteur, il faut qu'ils commencent avec 3 personnes, mais pas plus. Et qu'ils fassent une saison comme ça. Et les gens, ils disent non, mais nous, on veut faire directement la saison 3, la saison 4, on veut faire directement. Et tu fais, mais t'as jamais tourné, tu vas pas savoir prendre le son, tu vas pas savoir pour synchroniser, tu vas pas savoir gérer une équipe sur le long terme, tu vas t'engueuler avec tes potes et après ils vont pas revenir et tu vas devoir changer tes comédiens. Et moi, toutes ces erreurs, je les ai faites avant, mais ça coûtait rien. Et en plus, c'était même pas sur Internet. Donc toutes mes hontes ne sont pas visibles. Et il y en a beaucoup. Et les gens maintenant, ils mettent directement sur Internet et tout, ils se rendent pas compte, tu vois, qu'ils vont être jugés très vite et tout. Après, il faut quand même produire, finir, montrer et recommencer, quoi. Mais le danger pour faire de la vidéo type série, c'est de mettre trop d'ambition dès le départ et de rien mettre dans le scénario et dans le jeu des comédiens. C'est simple. Une vidéo, tu peux avoir un son dégueulasse et une image dégueu. Si le jeu est bon et tout, tu vas quand même regarder, tu vas quand même t'intéresser. À la limite, je dirais que le son est plus important que l'image au début. Parce que l'image, tu peux toujours le justifier. Le son, c'est dur à justifier. Tu peux pas dire « Ah, c'est fait exprès » si on n'entend pas. Donc, voilà, techniquement, il vaut mieux miser en priorité sur le son, et le scénar, et le jeu, et après le montage et tout. Et plus tard, tu mettras la lumière, les moyens, et tout, etc. Parce que tout ça, on peut toujours se faire kiffer, tu vois. Il y a toujours tu vois, et toi et moi, on aime bien ça, la belle image. Bien sûr. Mais dans la création, il faut réussir un peu à se détacher de ça pour pas que ça devienne un carcan, quoi, qui t'oblige à faire un truc que t'as pas envie de faire ou qui est un peu plus ou moins déjà vu, quoi. Mais ça, c'est mon conseil par rapport aux gens qui veulent faire de la fiction vraiment ambitieuse. Après, par rapport à la nouvelle génération de YouTube, ne veulent pas faire ça. Ils veulent juste être connus. C'est ça le truc qui est très récent pour moi, que je vois, c'est que c'est la culture de l'abonné, du buzz, et encore le buzz, même, c'est même pas le buzz, c'est de la propagation, etc. Et ça, c'est des nouveaux gens qui sont finalement très dans la com, ils sont même très bons là-dedans, mais qui n'ont pas forcément de contenu, tu vois. Ils sont d'abord dans la com et après dans le contenu. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est assez étrange, quoi.
Parce que pour moi, YouTube, c'est un support. C'est pas une fin en soi, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouvelle génération qui va très vite s'auto-censurer, qui va très vite essayer de se formater soi-même pour imiter des modèles de réussite, comme tous les gens que tu as eu ici, tu vois, qui sont des gens... mais ces gens c'est Norman, c'est Jérôme, c'est Cyprien, eux, bizarrement, ils ont créé des modèles, mais par instinct, tu vois, sans se baser vraiment sur des tendances. Enfin, quelques-uns peut-être, mais globalement, c'est par souci de création. Et là, maintenant, on arrive à un point où c'est devenu la norme, donc il faut copier ça. C'est un peu comme la nouvelle vague, tu vois. La nouvelle vague au cinéma, c'était une période où les gens disaient « Allez, on n'a pas de règles, allez, on classe tout, allez, on prend une caméra à l'épaule, on fait des films de fous furieux et on classe les règles. » Tu vois. Et donc les gens ont dit « Très bien, c'est bien ça va devenir la nouvelle règle. » Et tu fais « Bah non, ça devient l'inverse de pourquoi ils ont fait ça. » Tu vois. Et donc là, moi, j'ai peur qu'on arrive un peu à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu la période des punks, les gens qui disaient « Ouais, on fait n'importe quoi et on regarde ce que ça donne. » Les gens, ils font « Ouais, carrément, on fait la même chose. » Il fait « Mais non, fais pas la même chose. Fais un truc qui vient de toi, que personne n'a fait. Si je voulais être le meilleur dans ce que je faisais, je fallait faire un truc que personne ne faisait. C'est simple, tu vois. Je pouvais dire, j'ai fait la meilleure série de science-fiction et de voyage dans le temps en France. Parce qu'il y a que moi, tu vois. Pas la peine de me mettre dans une compétition avec des gens qui sont plus talentueux et qui ont fait ça depuis plus longtemps et pour lequel je vais ressembler à une pâle imitation, quoi. Et j'ai l'impression que les jeunes ont globalement ce réflexe-là de se dire il faut que je fasse ça parce que c'est ce que les gens aiment bien et parce que j'ai besoin d'avoir de l'abonné, parce que j'ai besoin que les gens me mettent des likes et tout, etc. Ce souci d'être liké, d'être aimé, d'avoir du retour, c'est très narcissique et il faut arriver à passer outre ça. C'est plaisant, je dis pas que c'est inutile, c'est même très plaisant, mais il faut réussir à passer outre ça et à trouver ta voix dans un truc que personne ne fait vraiment ou personne ne l'a fait de cette façon-là, on va dire. Et ça, c'est le plus dur, en fait, à trouver. Et je crois que tu m'as dit aussi que YouTube, la plateforme vidéo, en fait, avait permis de créer ton métier. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que quand en 2004, 2003, quand on dit on va faire des vidéos, on les met sur Internet et on est réalisateur, enfin, être réalisateur de fiction sur Internet, c'est pas un métier qui existait à la fin même de mon BTS, tu vois. Donc ce qui fait que quand je disais aux gens, je vais faire de la fiction sur Internet, les gens disaient, mais tu perds ton temps, faut que tu fasses ça à la télé, tu vois. Et maintenant, on vit à une époque où on peut vivre de ça et très bien et trouver des financements à droite à gauche ou d'être financé directement par les pubs Google ou même tu as des gens qui sont financés directement par les gens, par des donations et tout, tu vois. Et donc ce métier-là n'existait pas avant et on a dû l'inventer, tu vois. Et je suis pas le seul, tu vois. Il y a des gens comme Ludoc aussi, tu vois, comme toi, on a fait ça à une époque où ça n'avait pas le sens de le faire et maintenant c'est devenu un métier, quoi. Et tant mieux qu'on soit acharné sur un truc qui n'existait pas, quoi. Mais donc maintenant, je dis pas que maintenant ça va être plus facile pour les gens, je pense même que ça va être plus dur pour les gens parce que tout le monde va le faire, tout le monde le fait et très bien. Et c'est toi qui me disais que YouTube va devenir le métier youtubeur, ça va devenir comme guitariste ou comme chanteur, ça va être un moyen d'expression où il y aura des gens très talentueux, et là tu as eu très raison de le dire, des gens très talentueux qui vont pas forcément percer. Parce que tout le monde va le faire, et tout le monde sera un peu au même niveau, et tout, etc., quoi. Mais en même temps, s'il faut le faire parce que tu as envie de le faire. C'est ça. Voilà. Je paraphrase ce que tu disais. Hein. Bah écoute, c'est très bien, ça me semble être une super conclusion. Merci François. Merci pour nous avoir raconté tout ça. Oui. On a une tradition à la fin des Face à Face. Oui. C'est le petit message aux gens qui nous ont regardés durant toute cette interview, qui sont normalement les gens qui te suivent, qui t'ont suivi pendant plusieurs années. Ou des gens qui se sont fait chier pendant une heure. Ou qui sont restés juste pour ce message. Dans ce cas-là, il faudra bien les satisfaire aussi. Ouais. Et donc, je te propose de regarder cette caméra et puis de leur dire ce que tu as envie de leur dire. C'est ton moment. Alors, c'est le moment où je parle aux internautes. Directement, voilà, face caméra. Tu casses le 4e mur. Ok, je casse. Ouais, d'accord, ok. J'imagine que si vous me regardez, c'est que vous faites des vidéos. Parce que je suis pas un acteur, je suis pas un mec que les gens regardent parce que je suis surtout un mec que les gens regardent s'ils veulent faire ça, quoi. S'ils veulent vraiment, ils sont passionnés par des vidéos, par la fiction et tout ça. Donc j'imagine que je parle à ce genre de personnes. Donc voilà, donc le seul truc que j'ai à vous dire, c'est faites des trucs, faites-en plein, et n'hésitez pas à vous planter, parce que en fait, dans la vie, il faut être intelligent, mais il faut être un peu con aussi.
Parce qu'il faut être intelligent pour faire des trucs intelligents, mais il faut être un peu con pour oser les faire. Et parce que si tu réfléchis trop, t'as toujours une raison de ne pas le faire. Et quand t'es un peu con, en fait, ben, t'es un peu inconscient, t'es un peu naïf, tu fais « Ah bah je vais le faire et on verra bien ». Il faut être un peu con quand même pour faire ce qu'on fait. Donc voilà, n'hésitez pas à être un peu con. Merci encore. Merci à toi. Pour tous les gens qui sont un petit peu cons, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ah ouais, n'hésitez pas. Hein. Voilà, et puis nous on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Face à Face. Si toi aussi t'es un petit peu con, une seule solution, s'abonner à FNU. Pour fêter nos 30 000 abonnés, on a répondu à vos questions dans la première FAQ de FNU. Sinon, dans le dernier Fair Play, Jérémy, Baptiste Lorbert et Rémi jouent à Cards Against Humanity, un jeu pour gens horribles. Et dans Loading, Rémi et Olivier te font deviner 10 nouvelles célébrités en Sims. C'est pas évident, hein. Et si tu as déjà tout regardé, voici une vidéo de la team Bactérie 1000 au championnat du monde d'Ugly Dance en 2009. L'Ugly Dance, c'est des gens qui dansent, mais mal.